Bonsoir à tous. Je veux d'abord remercier le CLARA de m'avoir confié cette mission de présenter d'abord mon groupe de recherche, dans lequel je suis investi déjà depuis de nombreuses années, qui s'appelle la FFCD, c'est-à-dire la Fédération francophone de cancérologie digestive. Et donc, je vais vous présenter rapidement en quelques diapositives les actions de notre groupe. Et puis ensuite, on discutera ensemble, si vous êtes d'accord, de toute la problématique du démantèlement biologique des tumeurs qui rendent aujourd'hui la recherche clinique compliquée. C'est un véritable challenge à franchir tous ensemble et qui va nécessiter, à mon avis, des réorganisations profondes de tous nos groupes de recherche. Alors la FFCD, c'est un groupe français, mais qui a pour vocation aussi d'élargir son champ de recherche sur des pays francophones et des pays non francophones d'ailleurs. C'est une structure assez lourde qui a maintenant plus de 30 ans. Vous voyez qu'il y a plus de 3000 membres, 300 centres inscrits. Alors, ils ne sont pas tous actifs, mais la majorité sont des centres actifs. Une des caractéristiques de ce groupe, c'est justement d'avoir un maillage territorial extrêmement fort, qui n'est pas composé que de grands centres, mais aussi beaucoup de petites structures qui amènent chacune leur pierre à l'édifice et qui permettent de recruter des patients de manière très rapide et très large au niveau du territoire. Alors on a depuis 1988 inclus un total de 14 000 patients, donc vous voyez que c'est un groupe quand même très actif qui a permis de répondre à des questions scientifiques majeures dans le domaine de la cancérologie digestive. C'est un groupe qui est organisé sous la forme très classique d'un bureau, un conseil d'administration, un conseil scientifique. Alors ce conseil scientifique regroupe à peu près 100 à 150 personnes qui sont réparties dans des sous-groupes, chaque sous-groupe étant une thématique de notre spécialité, c'est-à-dire en fait un organe. Par exemple, il y a le sous-groupe cancer colorectal, il y a le sous-groupe cancer gastrique, etc. Et donc ces sous-groupes se réunissent, font le point, élaborent des projets et les présentent ensuite 2 fois par an à une réunion nationale de notre conseil scientifique global. La mission, elle est évidemment la recherche clinique, donc principalement les essais de phase 2 et de phase 3, mais aussi des études de cohorte qui sont très précieuses, notamment pour des pathologies plutôt rares. Et puis, contrairement à un certain nombre de groupes académiques français, on a choisi de garder comme vocation aussi l'enseignement. Donc on a eu des actions d'enseignement nationales et internationales qui sont assez fortes, et on est sollicité de plus en plus pour aller faire de l'enseignement au niveau de différents pays européens, mais aussi à l'étranger. Par exemple, on intervient en Afrique, beaucoup en Afrique, pour les aider à développer leur cancérologie. Alors les partenariats, ils sont importants. Vous savez qu'en France, il y a 3 groupes principaux de cancérologie digestive. Il y a la FFCD, il y a le groupe Unicancer GI, c'est-à-dire les centres anticancéreux sur la thématique évidemment gastro-intestinale. Et puis il y a le GERCOR, qui est un groupe plus petit, mais qui est un groupe très dynamique et qui s'est très rapidement, probablement le premier, ouvert à l'international. Et on essaye tous ensemble de se regrouper, non pas en perdant nos identités, mais en essayant d'élaborer des essais randomisés, notamment des essais de phase 3 communs, pour éviter de se concurrencer sur le territoire, parce qu'évidemment, les patients, on n'en a pas tant que ça. Et donc, ça pose un problème. Si on veut répondre aux questions, il faut inclure vite. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'élabore plus d'essais de phase 3 académiques qui ne soient pas le regroupement de ces 3 groupes. Et ce regroupement s'appelle Prodige. Donc, vous devez souvent entendre le groupe Prodige, l'essai Prodige, avec un numéro. Donc, Prodige, c'est FFCD plus Unicancer, et puis le GERCOR qui est en train de se rapprocher de nous de manière très forte. Ah, ça ne marche pas. Alors, la FFCD met à disposition des attachés de recherche clinique mobiles qui sont répartis sur tout le territoire, selon, vous voyez, 7 grandes régions. Et donc, ces arcs sont très précieux, notamment pour les plus petits centres qui n'ont pas d'arc approprié dans leur service. Ces arcs se déplacent, aident au recueil des données, ils aident pour présenter et ouvrir les essais sur site. Et donc, c'est un élément qui est très précieux, qui est très utile pour les plus petits centres et qui permet aussi à ces centres-là, justement, d'amorcer leur recherche clinique de manière très simple, puisque ces arcs sont évidemment financés directement par le groupe de recherche. On a inclus en 2015 851 patients dans 30 essais. Alors, c'est
c'est un instant donné, puisque les essais, il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent, mais on avait à peu près 30 essais en 2015, 851 patients inclus. Vous voyez que la majorité ont été inclus par la FFCD, 536, 232 par Unicancer. Le GERCOR, en 2015, n'a pas fourni ces données, mais on avait peu d'essais communs encore. Et puis, il y a 83 patients inclus dans des essais promus par des groupes ou des hôpitaux directement, qui sont labellisés Prodige. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, sur ces 851 patients inclus, la répartition de l'activité en fonction de l'origine des patients. Et vous voyez que, alors c'est dommage, je n'ai pas le curseur là, mais vous voyez que les CHU, donc les hôpitaux universitaires, qui représentent à peu près 35% des centres actifs, incluent à eux seuls 50% des patients. Alors c'est bien, et en même temps pas si bien que ça, puisque ces hôpitaux ne drainent pas la majorité des malades. On a les centres hospitaliers généraux qui représentent 33% des centres et 22% des inclusions. Et puis le secteur libéral, 20%, de manière assez équilibrée entre centres et nombre d'inclusions. Et les centres anticancéreux, 10%. Alors, vous allez être content de cette diapositive, puisque vous voyez que l'origine géographique est également assez variable en termes de nombre d'inclusions et que Rhône-Alpes-Auvergne est très bien positionné, pratiquement égalité avec l'Île-de-France. On a un peu plus de 120 patients inclus par an, ce qui reste un score tout à fait honorable, mais à mon avis qu'on peut largement améliorer. Les protocoles ouverts pour 2016, c'est 26 protocoles, probablement plus, puisqu'il y en a 4 qui sont en cours d'ouverture, qui vont ouvrir dans les prochaines semaines. Et vous voyez que la majorité sont FFCD, mais il y a des protocoles Unicancer, des protocoles GERCOR. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils sont promus par le groupe, coordonnés par le groupe, et que les collaborateurs des autres groupes vont inclure dans ces essais-là. Alors maintenant, j'en viens à finalement le sujet de mon intervention, qui est la problématique de l'innovation en cancérologie, de la validation de l'innovation au moment où on a démembré les tumeurs sur un plan biologique et on a transformé des tumeurs très fréquentes, et je vous montrerai un exemple concret, en une succession de tumeurs rares qui posent des vrais soucis en termes d'élaboration d'essais cliniques. Quand on regarde l'innovation aujourd'hui, on a beaucoup de molécules, ce qui est une bonne chose, beaucoup de nouveaux traitements. Et si on prend le temps de validation entre un essai de phase 3, donc vous voyez la dernière partie de la validation clinique, je ne prends pas tout le développement de la molécule, mais je prends vraiment le début de l'essai de phase 3 jusqu'à l'utilisation sur le terrain, aujourd'hui c'est à peu près 5 ans. Alors c'est variable d'un essai à un autre, mais c'est à peu près 5 ans parce qu'au-delà de l'essai clinique, il faut avoir les autorisations, les AMM Europe, France, il faut avoir l'évaluation de ce qu'apporte le traitement par rapport aux standards actuels, donc c'est la commission de transparence avec le SMR et la SMR, et puis ensuite le comité économique qui va fixer le prix du médicament, puis ensuite la diffusion en pratique. Et donc vous voyez que tout ça est très long, à un moment où on a, avec les thérapies ciblées, en tout cas avec certaines thérapies ciblées, la conviction d'une efficacité, eh bien on est obligé d'attendre 5 ans pour pouvoir délivrer ces médicaments à nos patients. Donc ça pose un problème majeur. Et les recommandations qu'on utilise, nous, en cancérologie digestive, à travers le Thésaurus national de cancérologie digestive, et il se trouve que je dirige le groupe côlon métastatique, donc je connais bien cette problématique. On utilise des codes, simplement pour être très reproductif dans nos recommandations. Et vous voyez que ces codes, ces 2 essais de phase 3 positifs sur la même question, permettent de donner un niveau de recommandation A, c'est-à-dire le plus élevé qu'on peut donner. Et 2 essais positifs de phase 3 sur la même question, il n'y en a pas beaucoup. En cancérologie digestive, il y a 2-3 médicaments qui sont en grade A. Donc c'est très peu. Et imaginez que si on raisonne en stratégie, c'est encore plus compliqué. De mettre une recommandation de grade A sur une stratégie, il n'y en a pas. Grade B, c'est un essai de phase 3. Donc là, on a un peu plus de grade B. Grade C, c'est plusieurs études prospectives non randomisées qui convergent sur une conclusion. Donc là, on va mettre grade C. Et puis, les avis d'experts, ce sont des données rétrospectives de sous-groupes, des données là aussi qui convergent, mais qui ont un niveau de validation scientifique beaucoup plus faible, mais pour lesquels les experts pensent qu'il y a vraiment une efficacité. Et donc, l'avis d'experts, c'est, si vous regardez le Thésaurus, probablement ce qui est le plus fréquent. Donc on a finalement des critères très, très durs de validation de l'innovation qui viennent se rajouter à tout ce processus que je vous ai montré.
Alors la biologie moléculaire, eh bien, elle a permis de démembrer les tumeurs, de mieux comprendre biologiquement chaque tumeur, d'ailleurs de constater que pour un organe donné, les tumeurs sont extrêmement différentes, qu'il y a des sous-groupes extrêmement différents, ce qui explique en partie les différences d'efficacité d'un même traitement. Et si vous regardez sur des choses très simples, le cancer colorectal métastatique, c'est 40 000 nouveaux cas par an. Et la moitié d'entre eux vont avoir des métastases au diagnostic ou en auront dans le suivi des patients, ce qui équivaut à 20 000 nouveaux cas tous les ans de cancer colorectal métastatique. 20 000 nouveaux cas, c'est à peu près une personne sur 40 qui va avoir un cancer colorectal métastatique. Donc vous voyez que c'est un cancer très fréquent. Je n'ai pas pris le plus rare. Hein. Et ce cancer-là, il va être sous l'influence, on le sait très bien aujourd'hui, puisque ça c'est bien validé, d'un certain nombre de variables qui vont conférer à ce cancer un pronostic différent, ou des variables qui vont avoir un effet prédictif sur l'efficacité des traitements et qui vont donc intervenir fortement dans le choix thérapeutique. Et ces variables, elles sont issues de la tumeur, le stade par exemple tumoral tout simplement, du patient, l'état général, on prend toujours en compte l'état général, mais il y a plein d'autres variables, les antécédents par exemple que je vous ai mis là, et puis vous voyez au milieu les biomarqueurs. Et les biomarqueurs, ils vont donner une caractéristique supplémentaire à la tumeur qui est souvent assez pertinente puisque cette caractéristique va avoir un impact pronostic ou prédictif. Sinon, on ne l'utiliserait pas. Et si vous rajoutez à ça tous les éléments que je vous ai mis dessous, hein, donc la déclinaison de toutes ces variables, vous voyez que vous arrivez à une multitude de sous-groupes qui vont directement influencer le choix thérapeutique. Alors souvent, en fait, le cerveau humain ne peut pas analyser tout ça, et c'est un peu au feeling, à l'expérience médicale, qu'on va choisir le traitement. Et d'une manière encore plus concrète, si vous regardez ces 20 000 nouveaux cas, en prenant des variables, alors là, j'ai pris vraiment des variables centrales, la résécabilité primaire ou secondaire des métastases, qui intervient de manière très forte dans le cancer colorectal métastatique, l'état général, j'ai rajouté des métastases imitées au foie ou pas, et le statut RAS. Donc vraiment, RAS et BRAF, j'ai dû mettre. Bon, vous voyez que c'est vraiment des éléments qu'on ne peut pas, qui sont incontournables dans le choix thérapeutique. Eh bien, vous voyez en bas la population que ça représente par sous-groupe chaque année. Et si on veut bien faire un essai avec des populations homogènes, on ne peut pas faire un essai qui mélange ces sous-groupes-là. Donc vous voyez que l'un des cancers les plus fréquents, on en fait vraiment une succession de cancers, de tumeurs dites rares, à moins de 2000 cas par an. Le cancer, par exemple, des voies biliaires, c'est 2000 cas par an. Et si vous regardez la littérature, des essais de phase 3, il y en a très peu. Très, très peu. Eh bien, le cancer du côlon, qui est le plus fréquent, on arrive à cette situation du fait du morcellement biologique, clinique des tumeurs. Donc, pour essayer d'avancer, parce que ça, c'est une constatation, moi, je fais quelques propositions, en tout cas quelques pistes qui pourraient nous permettre d'avancer dans ce problème, et en particulier 3 pistes. La première, c'est de mieux définir les populations cibles. On a vu qu'on peut, par l'intermédiaire de l'analyse des bases de données, des grandes bases de données, mais pas uniquement, hein, sur des études rétrospectives, isoler des populations qui vont probablement plus bénéficier du traitement et pour lesquelles on pourra donc élaborer un essai thérapeutique avec un objectif ambitieux, en tous les cas plus ambitieux, et donc avec un nombre de patients à inclure beaucoup plus faible, donc beaucoup plus faisable. Hein, ça revient à diminuer les hazard ratio. Ça, c'est une voie intéressante, mais qui nécessite qu'au préalable, on connaisse ces facteurs qui nous permettent de mieux cibler les populations. Et c'est le cas pour un certain nombre de tumeurs. Ça permet de diminuer les traitements inutiles, c'est-à-dire de ne pas donner des traitements potentiellement toxiques à des patients qui n'en bénéficieraient pas, de diminuer les coûts, évidemment. Et puis, les moyens, on les a, c'est les marqueurs, les biomarqueurs, mais aussi les marqueurs cliniques. Hein, on peut très bien isoler des populations sur la base d'un ensemble de variables pour lesquelles on va dire, là, c'est probable qu'on ait ou pas d'efficacité ou beaucoup plus d'efficacité. Donc ça, c'est une voie qui est assez intéressante. Et si vous regardez de manière rétrospective les données des anti-EGFR, toujours dans le cancer colorectal, vous voyez en haut que quand on donne ces anti-EGFR associés à la chimiothérapie dans toute la population de patients atteints d'un cancer colorectal métastatique, il n'y a pas de bénéfice en survie globale. Si vous donnez le même traitement à une population de patients qui sont
non mutés sur l'oncogène KRAS. Donc vous voyez que ça représente à peu près, les non mutés, c'est 60%, KRAS, non muté KRAS. Eh bien, vous voyez que vous dégagez un bénéfice de 3 mois et demi en faveur de l'anti-EGFR par rapport aux patients qui ne le recevraient pas. Et ce bénéfice est significatif. Et quand vous purifiez en quelque sorte la population, cette fois-ci en regardant le RAS muté ou non muté, donc vous enlevez en gros les RAS mutés, c'est-à-dire cette fois-ci c'est 50% de la population, eh bien là vous voyez que le bénéfice il est important, il est de 8,2 mois, ce qui est un bénéfice quand même pas si fréquent en cancérologie, mais vous donnez 8 mois de survie en plus aux patients qui reçoivent l'anti-EGFR. Donc vous voyez que là, c'est beaucoup plus crédible que sur des développements où la population est prise dans son entier. Alors, la deuxième solution, ce serait de changer un peu nos logiciels de validation. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les essais de phase 3, mais vous voyez bien qu'on ne peut plus tout valider dans des essais de phase 3, ou alors il va falloir des années et des années pour valider un traitement, et encore plus pour valider une stratégie thérapeutique. Donc il faut se baser sur un rationnel physiopathologique. C'est-à-dire, ça fonctionne comme ça, le mécanisme est celui-là, donc si on agit sur ce mécanisme, on doit avoir tel effet. Donc il y a une hypothèse de départ. Cette hypothèse, il n'est pas très difficile de la valider de manière rétrospective, puisque les données, le plus souvent, on les a aujourd'hui, à la fois cliniques et biologiques. Et puis, une fois qu'on l'a validée de manière rétrospective, eh bien, on fait une validation prospective, mais qui n'est pas un essai randomisé. Et cette validation prospective, on peut la faire à travers des cohortes, par exemple, ou à travers des études de sous-groupes issus d'essais thérapeutiques, et arriver à une conclusion qui sera peut-être pas du même niveau scientifique qu'un essai de phase 3, mais qui sera quand même extrêmement crédible et qui permettra aux patients de recevoir plus rapidement un traitement efficace. C'est ce qu'on fait, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on fait dans beaucoup de domaines. Et pour revenir sur le cancer du côlon, le RAS et le KRAS, il n'y a aucun essai thérapeutique spécifique qui a validé ce biomarqueur. C'est toujours des données rétrospectives de sous-groupes qui ont permis de montrer qu'effectivement, c'était un biomarqueur que moi j'appelle starter, c'est-à-dire quand il est muté, ça ne marche pas. C'est vrai aussi, par exemple, dans les tumeurs endocrines, avec l'expression de la MGMT, dans l'efficacité des agents alkylants, mais certainement dans beaucoup d'autres tumeurs en dehors du digestif, c'est également le cas. Donc ce sont des choses qu'on fait déjà, mais je crois qu'il faut qu'on regarde la réalité en face et qu'on accepte, au-delà des essais de phase 3, de procéder comme je vous l'ai indiqué là-dessus. Nous, à la FFCD, on a ces cohortes, et vous voyez que ce sont des cohortes prospectives sur des tumeurs rares, par exemple des ampulomes, des tumeurs carcinoïdes familiales du grêle, et puis des tumeurs moins rares. On a des cohortes qui sont sur, par exemple, les cancers de l'œsophage, une cohorte qui vient de s'ouvrir sur les cancers de l'estomac. Le cancer d'estomac, c'est 4000 nouveaux cas par an, donc vous voyez, ce n'est pas si rare. Et ça nous fournit des informations extrêmement importantes sur les pratiques déjà, et puis sur l'efficacité de certaines pratiques, de certaines stratégies, de certaines successions de traitements. Alors, dernière piste, il y en a peut-être d'autres. En tous les cas, la dernière piste que j'évoque ici avec vous, c'est d'inclure les patients dans les essais thérapeutiques. On le dit, on le redit, et vous allez voir que le bilan national, il n'est pas fameux. On propose peu les essais thérapeutiques à nos patients. Alors, il y a une multitude de facteurs, on pourra en discuter. Ce n'est pas facile d'ouvrir un essai thérapeutique, ce n'est pas facile de confier un malade à l'heure de la T2A. Et donc, en fait, on propose ces essais thérapeutiques à une minorité de patients qui pourraient réellement en bénéficier. Rentrer dans un essai thérapeutique, c'est rentrer dans l'innovation. Et donc, vous voyez, cette étude, par exemple, sur 235 patients qui pouvaient justifier d'un essai thérapeutique, et c'était des consultations qui étaient filmées, et ensuite, les auteurs de l'étude repassaient les films et regardaient si ces patients pouvaient bénéficier d'un essai ouvert dans le centre. Et sur ces 235 patients pouvaient effectivement bénéficier d'un essai. Et il y en a seulement 20% d'entre eux chez lesquels on a proposé réellement l'essai. Et 77% ont accepté. Donc vous voyez qu'à la fin, on arrive à une minorité de patients qui vont avoir un essai, alors qu'on pourrait en inclure beaucoup plus, répondre beaucoup plus vite aux questions, et puis donner un accès privilégié à ces patients à l'innovation thérapeutique. Les arcs, c'est important. Alors, je vous ai juste mis ça pour vous dire qu'on a une marge, hein, parce qu'on dit il faut des arcs, il faut des arcs. Certes, il faut des arcs, mais un arc
l'INCa estime que, enfin c'est pas l'INCa d'ailleurs, mais qu'un ARC c'est à peu près 70 à 100 patients inclus par an. Alors tout dépend de l'essai thérapeutique, de la lourdeur de l'essai, mais vous voyez qu'en France, sur les données de l'INCa, on est à peu près à 46 patients par an, donc on a en moyenne en tous les cas une marge. Le résultat en termes de recherche clinique, alors c'est pas spécifique au cancer, mais vous voyez que la France dégrade son classement. Ça, c'est l'enquête du LEM de 2010 et de 2012. Et vous voyez qu'on était vraiment dans les tout premiers en 2010, en nombre d'inclusions rapportées au million d'habitants. Et vous voyez qu'actuellement, on est beaucoup plus bas dans le classement. Ça s'est sûrement encore dégradé, je pense, depuis 2012. Si on se compare si on compare le cancer par rapport à, vous voyez, la courbe en rouge, par rapport aux autres thématiques, vous voyez qu'on a eu une chute depuis 2008, mais que sur ces essais, en général, phase 2 et 3, on a tendance à stabiliser les choses les toutes dernières années, en nombre d'essais par rapport aux autres activités. Ça ne veut pas dire qu'on a stabilisé le nombre d'inclusions. Le nombre d'inclusions réellement diminue dans les essais industriels, mais par rapport aux autres, on a un peu, je dirais, résisté. Avec, je crois que c'est les maladies infectieuses, vous voyez, à droite, qui, en nombre de patients inclus, augmentent très fortement. Alors, les critères et le manque d'attractivité de la France, et ça, c'est assez intéressant à regarder. Vous voyez, quand on regarde le critère coût, le critère vitesse de recrutement, qualité des investigateurs, respect des engagements en termes de nombre d'inclusions, vous voyez que la France en rouge est toujours en bas, même très bas parfois, et qu'en moyenne, si vous prenez tous ces paramètres, même si ce sont les plus mauvais investigateurs, les pays de l'Est arrivent en tête si on regroupe l'ensemble des paramètres par rapport à l'attractivité vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Donc aujourd'hui, les pays de l'Est sont, je dirais, des pays dans lesquels les industriels vont plus favorablement pour développer des essais avec des médicaments innovants. Et la France, elle est quand même plutôt en bas de classement. Alors en nombre d'essais, vous voyez que là aussi, c'est pas fameux, pas trop vous déprimer en cette fin de journée, mais en 2006, vous voyez que les essais proposés à la France, c'était 70% des essais étaient proposés à la France et 50% étaient réellement ouverts et organisés en France. Vous voyez qu'en 2010, c'est plus que 40% proposés à la France et organisés 28%. Donc le bilan, il est clairement pas bon. Même si ça ne repose pas que sur la cancérologie, évidemment, mais il faut vraiment, vraiment, je crois, qu'on se réveille tous, qu'on arrive à trouver des organisations plus fluides pour pouvoir se confier les patients ou s'entraider pour ouvrir les essais dans tous les centres, qu'on puisse de nouveau retrouver une position centrale. Alors, pour finir quand même sur une note un peu plus positive, vous voyez que si on prend que les essais académiques, donc pas les essais industriels, on a progressé. Et ça, c'est certainement grâce à l'INCa, grâce au Cancéropole. On a une meilleure sensibilisation à l'inclusion des patients dans des essais qui sont, c'est vrai, un peu plus faciles à gérer. Les essais académiques sont souvent moins lourds que les essais industriels. Et on a augmenté de 57% les inclusions entre 2008 et 2010. Et on fait dans ces essais-là académiques plutôt mieux que dans d'autres pays, et notamment qu'aux USA, puisque vous voyez qu'on inclut 8% à peu près de nos patients, ce qui reste quand même assez faible, mais c'est 5% aux États-Unis. Et pour finir, juste pour ceux qui aimeraient ouvrir des essais digestifs, vous retrouverez sur ces deux sites les recommandations et tous les essais actuellement activés en France. Voilà, merci beaucoup.